Bien alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre premier webinaire de l'année universitaire. Et pour ce premier webinaire, nous avons le plaisir de recevoir Malcolm Ferdinand. Donc, je vais le présenter dans un instant. Alors, avant de commencer, je voulais quand même remercier quelques personnes qui m'aident généralement à préparer ces webinaires. Je ne suis pas tout seul. Il y a Monsieur Baltus qui est là, qui est docteur en sciences politiques. Il y a Camille qui a terminé son master en sciences politiques et qui fait des affiches. Et puis il y a aussi Julien Mérion qui sera là dans un instant, président du Coréca. Donc, je reviens à notre invité. Malcolm Ferdinand est un politiste, c'est aussi un philosophe. Je pense que vous l'avez entendu, vous l'avez déjà vu. Il est martiniquais et il est chercheur au CNRS. Il a publié un premier ouvrage en 2019, Une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde caribéen, son premier ouvrage. Alors cet ouvrage a obtenu le prix de la Fondation de l'écologie politique, le prix FEDCAN également Maïs Condé, catégorie recherche en 2020. J'ajoute que Malcolm co-préside un observatoire, l'observatoire Terre-Monde. Alors, si tu veux nous préciser ce que c'est tout à l'heure, Malcolm, on ne connaît pas l'observatoire Terre-Monde. Alors, à l'occasion de la sortie de son second ouvrage, son dernier ouvrage, il a accepté notre invitation. Donc, merci, Malcolm, d'avoir accepté notre invitation. S'aimer la terre, défaire l'habité colonial. Alors, ces ouvrages, à l'évidence, sont complémentaires, le premier et le second. Donc, je vais passer la parole à Malcolm en lui laissant toute liberté pour organiser son intervention, qui va, bon, se dérouler, je crois, dans une quarantaine de minutes, une quarantaine de minutes, et après, on aura le temps de discuter. Alors, je précise aux internautes qui sont assez nombreux qu'ils ont bien fait donc d'éteindre leur micro pour éviter d'avoir des petits problèmes d'incompatibilité. Donc voilà, merci à tous et Malcolm, tu as la parole. Euh, bonjour, bel bonjour tout le monde. Euh, Bonjour à celles et ceux qui sont en ligne, à vous ici. Euh, et, et moi, je vais commencer par aussi remercier à tout le monde d'être là, mais remercier le KJ et remercier Fred Reynaud de d'avoir quand même organisé ou permis l'organisation de la tenue de cette conférence assez rapidement, dans une sorte de réactivité assez impressionnante. Bah oui, et toute l'équipe, évidemment. Euh, mais aussi m'avoir permis aussi d'être en contact avec certains journalistes pour annoncer en fait la tenue de cette conférence. Euh, bon, c'est un plaisir pour moi d'être là et de partager un peu certains de mes travaux. Euh, et cette conférence va être effectivement, voilà, parler un peu, continuer à me présenter encore un petit peu en partie. Après, je vais revenir rapidement sur le premier ouvrage que j'ai publié, Une écologie décoloniale, pour circuler si vous voulez. Et parce qu'effectivement, ce sont des ouvrages qui sont complémentaires, mais ils ne sont pas publiés en même temps, donc on ne peut pas tout faire, ni tout faire en même temps. Euh, et aborder un peu plus en profondeur celui que je viens de publier à peu près, il y a à peu près un mois, et voilà, dire un peu à la fois comment ce livre a été construit, son origine, et puis euh, ce qu'on peut y trouver. Euh, donc effectivement, je me définis ou je me présente souvent comme un chercheur martiniquais qui a ce que ça a comme expérience, on va dire. Je suis né, j'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai eu une première formation en ingénierie civile avec une spécialité environnementale. Donc, je me suis dit, voilà,
La question environnementale m'intéressait déjà et je voulais y répondre de manière très technique, en fait, voilà, trouver des solutions. Et après plusieurs expériences professionnelles, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autres outils pour m'aider à formuler les problèmes, à conceptualiser certains problèmes, à penser finalement la société, le monde et ses enjeux. Donc j'ai complété ma formation avec euh, une autre cursus en sciences politiques et philosophie politique et à Paris, à l'université Paris 7. Et par la suite, j'ai fait une thèse. euh, Et en fait, les deux ouvrages sont deux ouvrages issus de la thèse en partie, même si, il y a eu d'autres enquêtes qui ont été faites, mais en fait, ce sont des... euh, et donc, voilà. Donc, et au fond, quand j'ai fini ma thèse donc en 2016, je- comme beaucoup de doctorants ou de docteurs étudiants, on essaie de faire publier ou de partager, en fait, de restituer au plus grand nombre son travail. Et je suis allé voir la maison d'édition et je leur ai dit, bon, ben, en fait, j'ai deux livres que je vais vous faire. Ils m'ont dit, bon ben, on te connaît pas encore, on sait pas si c'est machin, on en prend juste un. C'était pas celui que j'avais envie d'écrire d'abord, mais au final, c'est celui qu'ils ont pris, donc c'est celui que j'ai écrit d'abord, l'écologie des coloniales. Et quand je suis revenu sur le deuxième, sur celui qui porte un peu plus précisément, de manière un peu plus empirique sur le chlordécone, en fait, il s'était passé déjà beaucoup de choses entre, on va dire, entre 2018 et 2019, avec des rebondissements, avec une mobilisation qui s'est intensifiée, particulièrement en Martinique, mais pas que, aussi en Hexagone. Et donc, j'ai dû enfin voilà, j'ai dit non, mais je peux pas publier ce que j'avais prévu comme ça, il faut que je... Et au final, ça a maturé un peu plus longtemps. Mais, et ce qui fait que, voilà, ce livre, il date, le projet de ce livre date, on va dire, depuis 14 ans, quoi, depuis 2011, enfin 2010. Mais, alors, le premier livre, Une écologie décoloniale, pourrait s'inscrire dans ce qu'on appelle une histoire des idées. Finalement, qu'est-ce que l'écologie? D'où vient cette idée? Comment elle a été façonnée, construite, et surtout comment elle peut être pensée ou appliquée à partir de la région dans laquelle nous sommes, la Caraïbe, et pas uniquement en termes d'application. Euh, je prends un concept qui est formulé, qui est créé ailleurs, et je viens et je l'applique ici. Mais comment conceptualiser les enjeux liés à l'écologie à partir de nos histoires, de nos cultures, de nos danses, de nos chants, de nos pratiques, de nos politiques. Et tel a été l'élan, on va dire, de ce premier livre. On peut se dire, bon, mais pourquoi, qu'est-ce qui, au-delà du fait que je sois martiniquais, pourquoi faire ce premier projet? Pourquoi s'intéresser à cette façon de penser l'écologie, que j'ai appelée une écologie décoloniale? C'est venu à la suite d'un constat. D'un constat, j'ai fréquenté pas mal de cercles militants, de cours de sociologie de l'environnement, de philosophie de l'environnement, de partis politiques et écologistes. Donc, j'ai regardé en fait dans ces différents espaces comment la question écologique se formulait, quels étaient les thèmes qui étaient adossés et comment elle s'exprimait, avec quelles références, avec quelles questions, quelles thématiques. Et l'une des choses qui m'a apparu de manière assez claire a été l'absence de certaines questions. Au fond, quand on parlait d'écologie, les mots et les expressions qui venaient le plus souvent, on va parler de nature, on va parler d'environnement, on va parler de biodiversité, on va parler de... Et même quand on parle d'animaux, on va parler de certains animaux, les ours, les baleines, les loups, enfin certains animaux dits nobles. Je crois qu'il faut le mettre. Et en fait, tout un ensemble de questionnements qui pourtant ont animé, ont structuré nos paysages, y compris l'histoire coloniale, l'histoire esclavagiste, y compris les luttes anticoloniales, anti-esclavagistes, en fait, étaient complètement absentes de ces arènes, de ces espaces de réflexion. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Non seulement elles étaient absentes, mais elles étaient même presque plutôt exclues. Pour parler de l'écologie, il fallait surtout pas aborder certains enjeux, par exemple comme l'antiracisme. Et encore aujourd'hui, voilà, on se dit, mais quel est le lien? Maintenant, l'écologie, c'est universel.
c'est la nature, c'est universel. Pourquoi tu viens nous parler d'inégalités, en fait, qui n'ont rien à voir avec ça? Et donc, voilà, c'était un questionnement. Et quand on fait une histoire de l'idée de l'écologie, on voit que elle est d'abord née fin 18e, début 19e, avec ces politiques de préservation d'espaces dits naturels. Donc, on a, par exemple, il y a un célèbre gouverneur colonial esclavagiste qui s'appelle Pierre Poivre, physiocrate, qui est connu pour avoir mis en place les premières politiques de préservation de forêts en vue explicite de limiter le changement climatique local. Et là, lui, il a fait à ce qu'on appelle aujourd'hui l'île Maurice, et ce qui avant s'appelait l'île de France, à la fin du 19e, du 18e siècle. Et donc, il est célébré comme étant, ah voilà, c'est un pionnier, c'est vraiment quelqu'un qui est écologiste. Et en même temps, cette personne avait un jardin énorme qu'il a appelé Jardin Mon Plaisir, qu'on peut encore aller visiter à l'île Maurice. Il avait 88 personnes réduites en esclavage à à sa guise, voilà, à sa disposition. Il a lui-même ouvert, en fait, étendu l'empire colonial français vers l'Est afin de, de développer le commerce d'esclaves. Et quand il a revendu sa propriété, il a aussi revendu ses 10 esclaves à l'État. Et je me dis, mais alors, comment peut-on tenir pour séparer en fait la pratique de préservation de l'environnement, la pratique écologiste, et en même temps ces pratiques qui, en tout cas, sont des crimes aujourd'hui reconnus comme crimes coloniaux, comme crimes contre l'humanité. Voilà. Là, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et on peut voir que même après 19e siècle, la création des grands parcs dans l'Ouest états-unien, euh, est présenté comme un fait absolument apolitique, alors que il s'agissait déjà dans la pratique d'une formulation racialisée de la nature. Quand l'un des fondateurs d'une association qui s'appelle le Sierra Club, une grande association de préservation de l'environnement, et l'un de ses fondateurs est je sais pas comment on le qualifie, mais en tout cas quelqu'un qui aime la nature, qui s'appelait John Muir, et qui, quand il décrit les espaces naturels à préserver, il est décrit de manière extrêmement racialisée. Il parle, par exemple, d'une nature vierge. Donc, le mot anglais, c'est wilderness. Euh, voilà, wilderness, d'une nature vierge, très belle, très propre, qui, par contre, on croise ils appellent des Indiens, même si on ne connaît pas exactement le nom des Premières Nations qu'ils ont rencontrées, qui sont à moitié sauvages et à moitié sales. Et donc, dans la formulation même, dans la conceptualisation même de ce qu'est l'espace naturel à préserver, il y ajoute déjà une hiérarchisation socio-raciale qui va allouer un espace dit sain, dit bonjour, entrez, rentrez, 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 c'est pour vous, donc rentrez, prenez place. Il y ajoute déjà un es- une idée, en fait. Il y a une très grande historienne des mouvements de conservation de l'environnement qui s'appelle Dorceta Taylor et qui montre qu'en fait, le mouvement de conservation de création de parcs, dans sa sociologie, c'est-à-dire dans les personnes qui composent ce mouvement depuis le 19e siècle, y compris avec l'ancien président Theodore Roosevelt, etc., a été un mouvement qui s'est construit à partir d'une structure de blanchité. C'est-à-dire, quand je parle de blanchité, je ne parle pas uniquement de couleur de peau, mais de construction socio-raciale qui va mettre ou renforcer une hiérarchie qui structure l'organisation des espaces. Et en l'occurrence, toute l'équipe de management de ces parcs, euh, les mesures en place pour faciliter l'accès à ces espaces étaient empreints de cette blanchité. Et donc là, on est 19e siècle, 20e siècle. Et pareil, l'un des bouquins, l'un des livres fondateurs, que l'on considère comme fondateur du mouvement environnementaliste moderne. C'est un bouquin qui s'appelle Un printemps silencieux, intégrer les préoccupations antiracistes, anticoloniales
en son sein, qu'il s'agisse politiquement ou qu'il s'agisse de les intégrer en termes de conceptualisation de l'enjeu écologique. Donc on va dire oui, 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 l'antiracisme c'est bien, mais l'écologie c'est un espace où j'ai absolument pas besoin de me poser ces questions-là. Bon. En revanche, il y a eu un autre mouvement qui est né, c'est le mouvement de la justice environnementale, mené à la base d'ailleurs beaucoup par des femmes dans le sud des États-Unis, mais avec une alliance entre femmes militantes et certains universitaires, dont Robert Bullard, B-U-2-L-A-R-D. Aujourd'hui, il y a une géographe qui s'appelle Laura Pulido, P-U-L-I-D-O, qui aussi fait beaucoup de travaux importants là-dessus. Et ce mouvement, qui n'est peut-être pas aussi connu que le mouvement d'environnementalisme moderne, en fait, il s'inscrivait explicitement contre ce qu'ils appelaient le racisme environnemental. Le racisme environnemental, c'est le concept à la fin des années 70. euh, Notamment un révérend qui s'appelle Benjamin Chavis a fait une enquête où il montre que les communautés où habitent les Noirs, les Latinos et autres peuples racisés des États-Unis étaient systématiquement placés aux abords de décharges toxiques. Et il a testé en fait avec différentes variables, la classe, l'éducation, le genre et la catégorie socio-raciale, la race. Et c'est cette catégorie-là qui était surdéterminante sur l'exposition, c'est-à-dire le droit à un environnement sain, enfin, voilà, avec plusieurs problèmes de saturnisme, etc. Et ce mouvement, en opposition au racisme environnemental, a donné lieu à la justice environnementale. Ce qui s'est passé, pareil, en termes d'histoire des idées, on peut tracer le chemin en fait d'un concept. Et ce concept de justice environnementale, dont ces principes étaient antiracistes, quand il est arrivé en France, on l'a dépouillé en fait de ses élans antiracistes. On a d'abord parlé d'inégalité écologique, d'inégalité environnementale. Et on a dit, en fait, oui, 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 c'est vrai que c'est né dans ce contexte-là, mais en France, il n'y a pas de racisme. Donc, on va pas parler de ça comme ça. Donc, il faut mieux, c'est pas applicable. Bon, et ça, on l'a sur plusieurs postes. Bon. Et donc, face à cette absence que je constate et je raconte un peu, le projet de ce premier livre, Une écologie décoloniale, a été de euh, proposer une autre manière de penser l'écologie. Donc, euh, non pas juste aller, on fait de l'environnement et puis on ajoute de la justice sociale, mais vraiment comment on formule, on reconnaît et on reconnecte aussi. Parce que là, j'ai parlé dans le volet, on va dire, écologiste, mais quand on regarde dans le volet histoire coloniale et histoire de l'esclavage, à l'époque, je me rendais compte que on avait une compréhension de notre histoire de l'esclavage et de la colonisation qui était particulièrement, presque uniquement centrée sur les humains, sur ce qui arrive aux humains. Et à raison, on peut comprendre effectivement la déshumanisation structurelle, la traite négrière, les crimes, le code noir, euh, mais je ne trouvais pas véritablement de lien depuis ces perspectives historiques et même anthropologiques et littéraires qui faisaient le lien entre ben, quels étaient les rapports euh, des anciens esclaves ou esclavisés, par exemple, à leur environnement. Quelle était la conception de l'environnement du point de vue de cette entreprise coloniale? Et cette séparation où d'un côté, on travaille la question coloniale, mais on occulte un peu la question environnementale, ou alors on travaille la question environnementale et on occulte la question coloniale, cette séparation, c'est ce que j'ai nommé dans mon premier livre, la double fracture de la modernité. Et on a deux champs comme ça qui naviguent, qui avancent sans véritablement se rencontrer dans les universités, dans la rue, dans les philosophies, etc. Et l'une des manières dont j'ai proposé en fait de dépasser cette double fracture, d'aller au-delà c'est à partir du concept de l'habité colonial. En faisant ce constat que l'entreprise coloniale
coloniale moderne. Il y a eu plein de colonisations dans l'histoire du monde. Fin 15e siècle, on parle de colonisation moderne, notamment parce que ces colonisations étaient adossées à l'idéologie de la découverte. C'est pour ça que non seulement il y a eu cette pratique de rebaptiser toutes les îles, Saint-Domingue, etc., mais vous trouvez encore beaucoup d'États qui vont être adossés du préfixe nouvelle, nouveau. New York, hein, Nouveau-Mexique. Et ça, c'est pas qu'aux États-Unis. Nouvelle-Calédonie, New South Wales en Australie, nouveau, enfin voilà, ce fantasme, cette idéologie que tout est nouveau, en fait, bon, voilà, c'est ce qui singularise, entre autres, euh, ces colonisations des autres colonisations. Et ça, c'est une proposition d'un philosophe qui s'appelle Nelson Maldonado Torres. Bon. Euh, et donc, même quand on regarde les textes, ce qui est intéressant avec cette colonisation dont nous avons été, Guadeloupéens, Martiniquais, victimes, c'est que, par exemple, dans la compagnie des îles de Saint-Christophe et la compagnie des Indes, en fait, il y a des textes. C'est-à-dire que les personnes, c'était une entreprise, voilà, les personnes s'assemblent et elles se donnent des statuts comme on crée une association d'entreprise et elles explicitent, noir sur blanc, quelle était la visée. Et quand on lit voilà, ces textes, la visée première était ce qu'ils appellent faire habiter ces îles. Mais l'habiter en question, et là, c'est là que l'habiter est un concept aussi philosophique, ce n'est pas uniquement être sur Terre. L'habiter est indexé à un ensemble d'actions. Et quand Richelieu et compagnie disent faire habiter ces îles, ils, im- ils, ils impliquent non seulement convertir les autochtones à la religion catholique apostolique romaine, défricher les terres et cultiver ces terres ou alors exploiter les mines un peu avant. Bon. Et c'est ça qui constitue l'habité. Et les rapports d'exploitation à la fois aux terres et aux corps humains étaient constitutifs de l'habité. C'est ce que j'appelle l'habité coloniale. Ce qui fait que il y avait une synonymie entre le maître, donc le maître esclavagiste, et l'habitant. Était habitant celui qui est maître. Et là, on voit aussi la dimension patriarcale, ou avec le fait que ce sont principalement les hommes qui étaient propriétaires de terre et qui le passaient à travers, enfin, voilà, en plusieurs générations. Et faire ce pas, je, je vais passer au deuxième livre, mais voilà. Faire ce pas me permettait de connecter en fait ces deux pans et de pouvoir, par exemple, non seulement comprendre comment, malgré les abolitions de l'esclavage et les départementalisations, cette manière coloniale d'habiter la terre a été maintenue. L'abolition de l'esclavage, surtout la deuxième en 248, n'a pas été une abolition de cette manière d'habiter la terre où ces terres ne sont pas pensées, organisées pour pouvoir nourrir celles et ceux qui y habitent, mais pour pouvoir enrichir quelques actionnaires qui sont basés à l'étranger. Vous savez comme moi qu'en 1849, il y a cette loi d'indemnisation des anciens maîtres. Et je sais que c'est différent entre la Guadeloupe et la Martinique, mais c'est quand même très, très important, où l'équivalent de 7% de la dépense publique française a été alloué au fait de dédommager les anciens maîtres. Parce que l'abolition de l'esclavage pour les anciens maîtres était légalement une injustice, puisqu'on leur spoliait de leur possession humaine. Bon, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a octroyé une abolition de l'esclavage à condition de maintenir le capital financier des anciens maîtres et de du coup favoriser, surtout en Martinique, la perpétuation en fait d'une pratique agricole intensive, avec l'achat d'usines, avec à l'époque de canne à sucre, plus tard de banane. Bon. Le revers de tout ça aussi, c'est de voir ou de redécouvrir, de reconnaître comment certaines pratiques de résistance à l'esclavage et à la colonisation avaient aussi
des contenus écologiques. En l'occurrence, le marronnage n'était pas, à mon sens, uniquement une fuite de l'esclavage, c'était aussi une opposition à cette habité coloniale en montrant une autre manière d'être en rapport avec les différents éléments du tissu vivant, avec des bêtes, des plantes médicinales, aromatiques, des arbres fruitiers, des légumes racines, euh, de redécouvrir d'autres formes de spiritualité. Enfin voilà, c'est une sorte de et que nous pouvons aussi nous en inspirer. Et d'ailleurs, euh, dans l'histoire des Amériques, il y a par exemple, il y a un prix qui s'appelle le prix Goldman de l'environnement, qui est l'équivalent du prix Nobel de la paix, mais pour les écologistes, en 2011, qui a été décerné au peuple Saramaka, euh, des peuples marrons. Enfin, un peuple marron qui, en tout cas, qui s'est constitué en ayant fui l'esclavage. Mais en fait, on se rend compte, et ça je termine là-dessus sur ce premier volet, on se rend compte que euh, le mouvement écologiste moderne ou environnementaliste moderne a voulu préserver l'environnement sans prêter attention au sort des peuples autochtones, des peuples premiers ou des peuples colonisés esclavagistes. Et c'est-à-dire, alors que la domination de ces peuples a été la condition de l'exploitation de l'environnement, la condition pour pouvoir exploiter, tirer des ressources, il faut d'abord déshumaniser les personnes qui sont là. Il faut d'abord briser les communautés humaines, non humaines qui y sont. Et la triche du mouvement environnementaliste moderne est de vouloir préserver ces terres sans se soucier, en fait, du sort, que ce soit des peuples aborigènes, que ce soit des peuples quilombo marrons au Brésil, que ce soit... Je m'arrête là pour le premier livre. Euh, mais voilà, cette façon de penser l'écologie sans sans prendre en compte les exigences d'émancipation, les exigences d'égalité, de dignité, ou antiraciste, antipatriarcal des anciens colonisés, c'est ce que j'appelle l'environnementalisme, c'est-à-dire une pensée de l'environnement sans, entre guillemets, sans le monde. Euh, et ça se remarque en fait, voilà, quand vous écrivez un livre, je dis souvent à mes étudiants, en fait, le, vous créez un monde, vous créez un monde, parce que vous êtes en dialogue avec différentes personnes, avec différents auteurs, différentes autrices. Et quand on regarde la production euh, de livres en fait sur l'écologie et qu'on regarde le monde qui est créé dans ces livres, ben, on voit que c'est un monde aussi qui est extrêmement marqué par la blanchité. C'est-à-dire que paradoxalement, dès lors qu'on veut penser et qu'on veut parler du monde entier, eh ben, il y a une partie du monde qui est exclue. Comme dirait Césaire, ceux sans qui la terre ne serait la terre. Ils ne sont pas là, nous ne sommes pas là. C'est pour ça que quand j'ai publié ce premier livre, j'ai rencontré quelques journalistes et je leur disais, bon, combien de fois, en France, combien de fois vous avez interrogé une personne non blanche sur la question écologique? C'était souvent la première fois. Bon, pour moi, ça en... Bon. Maintenant, je passais un peu... et donc, il y a une dimension aussi sur l'imaginaire, sur l'imaginaire du monde précisément, bon, que j'aborderai peut-être dans les questions. Ouais. Euh, juste un petit peu d'eau. Dans ce livre, il y a plusieurs chapitres et un chapitre qui est consacré à un cas, on va dire un peu plus empire, un peu plus précis, qui est celui du chlordécone aux Antilles. Et ça, c'est le sujet enfin, c'est l'ossature, c'est le sujet de mon dernier livre. Enfin, euh, S'aimer la terre, défaire l'habité colonial. Donc, c'est le livre qui, au départ, devait être écrit en premier, mais au final, écrit après. Enfin, bon, voilà. C'est pour ça que c'est un peu un livre compagnon. Et comme, voilà. Donc, effectivement, quand j'ai commencé à écrire le mot chlordécone, c'était en 2011. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Euh, et il y a eu, on va dire, deux phases. Il y a eu la phase où j'étais étudiant comme vous, doctorat, et la méthodologie, en fait, la méthode
que je pratique en fait dans les deux livres est ce que j'appelle une philosophie de terrain. Souvent, la philosophie, elle est dans sa méthode, dans sa pratique, elle consiste à faire beaucoup d'analyses de textes philosophiques, de les comparer entre eux, de prendre un sujet d'actualité ou politique, mais en fait de se référer à toute une longue histoire d'écrits philosophiques. Bon, mais depuis plusieurs années, il y a un autre courant de la philosophie qu'on appelle la philosophie de terrain, qui consiste littéralement à amener certains questionnements philosophiques là où on ne l'attend pas. Et c'est en gros ce que j'essaie de faire en venant questionner ce qu'on entend par chlordécone. C'est-à-dire, et donc je me suis, parce que, bon, on peut trouver, on peut avoir parfois des personnes qui disent, mais quelle est la... il y a ce grand sociologue et philosophe qui s'appelle Henri Paget. Il a écrit un livre, La raison de Caliban. Caliban's Region. Et Caliban, du personnage, en fait, du livre de la tempête de Shakespeare, repris aussi par Aimé Césaire. Et dans l'introduction de ce livre, il dit mais, que ses collègues l'embêtaient en disant, bon, mais Henri, mais en fait, elle est où la philosophie caribéenne? Vous n'avez pas de philosophie. C'est quoi votre philosophie? Alors, l'idée même qu'on n'aurait pas de philosophie est aussi une construction coloniale, c'est qu'en fait, il y a aussi un accès euh, biaisé. Nous n'avions pas accès à certains espaces euh, de production de savoir, de production scientifique. Au contraire, nos crânes et parfois nos organes génitaux étaient exposés dans les espaces scientifiques et le sont encore en hexagone. Il faut savoir qu'il y a encore un ensemble d'objets, un ensemble de restes humains qui sont dans les cales. Moi, j'appelle ça des cales. Ce ne sont pas des sous-sols, ce sont des cales euh, de, du musée de l'Homme, du muséum d'histoire naturelle, et que ces sous-bassements sont en fait la, ça va de soi, quoi. Ça va de soi. Alors, imaginez que, voilà, au campus Fouillol, en fait, on avait dans nos sous-sols un ensemble de crânes de Bretons, d'Alsaciens, d'Allemands, voilà. Enfin, voilà, bon. Ça serait un peu bizarre. Bon, et donc, pourquoi j'ai eu recours à cette philosophie de terrain? C'est que je ne pouvais pas faire, surtout quand je m'intéressais à la question écologique, je ne pouvais pas faire comme d'autres le font. Bon, alors, je veux voir ce qui a été écrit en termes de philosophie d'environnement ici. Voilà. Ah, vous avez rien écrit? Ben, donc, vous n'avez rien dit. Et en tant que philosophe, forcément, on doit sortir de cette méthode, sinon on reproduit les biais. Et c'est pour ça que j'ai été en discussion avec des artistes, avec des littéraires, avec des chanteurs, avec des plasticiens, euh, parce que, comme le suggère Henri Paget, notre philosophie se retrouve aussi dans notre production artistique. Bon, alors, j'ai commencé tout à l'heure en parlant de cette séparation, de cette double fracture qui affecte notre manière de penser le monde, où on va dire, ah mais non, ça c'est l'environnement, ah ça c'est la société, ah, c'est pas exactement la même. Enfin, mais cela a aussi des conséquences disciplinaires, des conséquences disciplinaires. En l'occurrence, parfois cette double fracture, elle recoupe une séparation entre sciences dites dures, sciences expérimentales, et d'un autre côté, sciences humaines et sociales, voire lettres et humanité. Ce qui se passe dans l'affaire du chlordécone, euh, sur cette question depuis 20 ans, c'est qu'on a quand même, jusqu'à 4-5 ans, ça commence à changer, mais on a eu aussi ouais, une forme une majorité de production scientifique sur le sujet qui était exclusivement menée à partir de ces sciences expérimentales. En chimie, en cancérologie, en épidémiologie, sciences médicales, en agronomie, en physique, mais très peu en anthropologie, en sciences politiques, en littérature, en histoire, en sciences juridiques. Et
je vais rapidement parce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, mais ce que ça a produit, c'est que ça a produit une conceptualisation environnementaliste de l'affaire du chlordécone. C'est-à-dire qu'on a pensé le chlordécone comme étant uniquement une molécule. Euh, et on reproduit cette double fracture que j'ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on établit et on présente comme étant établi, mais en fait, oui, le chlordécone, c'est d'abord une molécule. Mon approche de philosophie de terrain dans ce livre a dû nécessairement essayer d'aller au-delà de cette fracture et du coup d'avoir recours à différentes disciplines, voire si moi je ne suis pas par exemple épidémiologiste, mais en tout cas d'être dans un dialogue avec les productions scientifiques de différentes disciplines, qu'il s'agisse de la cancérologie, de l'épidémiologie, de la chimie, de l'agronomie. Parce que je voulais essayer de modifier ou d'intervenir la manière même de penser la question du chlordécone. Et politiquement, penser le chlordécone comme étant uniquement une molécule, donc cette vision environnementaliste, c'est très très problématique. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si on dit, ah ben le problème c'est cette molécule qui est méchante, qui est toxique, qui est rémanente et qui en fait qui est le diable incarné, et que bon en fait si on la retire, bon, on a tout réglé, en faisant ça, on occulte l'ensemble des relations historiques, économiques, agronomiques, sociales, socio-raciales, relations sociales de genre, euh, judiciaires, législatives, politiques, qui ont permis cette contamination. Donc vous voyez bien, la tentation, elle est assez grande. Si on a une technologie qui permet de retirer le chlordécone du sol, ah bah c'est pas mal. Parce que du coup, on se lave les mains de toutes ces relations, de tous ces processus, et on a la solution miraculeuse. Il y a plus de chlordécone, il n'y a plus de crime, tout va bien, et on peut maintenir l'ordre établi. Bon. Et le point de départ de ce livre est effectivement non pas de rester dans cette perspective environnementaliste, mais de proposer une lecture, ou en tout cas une pensée pluridisciplinaire de cette question, et qui réinsère la contamination du chlordécone dans ces ensembles, dans ces différentes strates. Euh, donc c'est pour ça que ce livre dont je dis qu'il est généreux, mais, et je le dis un peu sous forme de boutade, oui, ça peut être une arme aussi, ça dépend dans quelles circonstances, mais je dis sous forme de boutade, nous sommes face à une contamination qui peut durer plusieurs siècles. Et ce livre, je pense, nous fera gagner du temps, même s'il est long. Bon. Je reviens aussi sur, parfois, vous avez entendu les messages de l'État qui vont dire la chlordécone. Et les chimistes vont dire non, 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 c'est une cétone, un type de molécule. Donc, comme c'est une cétone, c'est la chlordécone. Et puis, vous allez entendre le lionnage pour des polymatiniques, des polyguadeloupes, dire non, non, c'est chlordécone là, c'est le chlordécone. Et on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Bon, moi, je dis le chlordécone parce que c'est pas uniquement une question de grammaire de langage, c'est que je me situe dans la conceptualisation populaire, en fait, de cette question. Et que dire la chlordécone, c'est aussi adopter et de prendre comme référence la perspective chimiste plutôt, chimiste, la chlordécone. Bon. Et donc, voilà, ça c'est le point de départ. Et dans ce livre, donc il est organisé en 5 parties. Je me suis posé, on va dire, 5 grandes questions. La première de ces questions était, qu'est-ce que cela signifie de vivre dans des territoires euh, contaminés? En tout cas, comment penser cette vie en territoire contaminé? Et pour répondre à cette question, évidemment, on ne peut pas. J'ai encore 30 minutes. On ne peut pas. La mesure du chlordécone dans le sang ou dans le sol, dans l'eau, en tant que telle, ne raconte pas ce que cela signifie de vivre dans une terre contaminée.
Ce n'est pas une expérience. Et d'ailleurs, si je demande à n'importe qui ici, je suis prêt à parier que personne ne pourra m'expliquer quelle est la différence entre 0,5 microgrammes par litre de sang et 0,2 microgrammes par litre de sang. Or, cette différence est la différence des seuils. Vous savez, c'est des seuils à partir duquel on estime qu'il n'y a pas de danger. Je caricature, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques publiques de l'État français sont basées à partir de quelque chose que la majorité de la population ne comprend pas. Enfin, non, pas ne comprend pas, parce qu'on peut comprendre que c'est plus grand. Non, mais qui n'a pas de sens intuitif dans notre rapport à la Terre. On voit une patate douce, on voit une madère. Bon, j'ai un agriculteur, enfin une agricultrice qui me raconte, il dit, voilà, si on avait dit qu'il y avait une chenille, c'était ni en Chine, ni en bas et comme ça. Voilà, donc Hawaï, mais non pas qu'Hawaï, on voit pas. C'est aussi un propre de la phénoménologie du chlordécone, c'est-à-dire elle ne se voit pas. Je ne dis pas que la chimie n'a pas sa place, mais que c'est politiquement particulier de prendre comme mesure quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni sentir, ni comprendre pour organiser notre société. Si vous avez un casier dans la zone interdite en face de Capesterre de Basse-Terre, on peut envoyer les corvettes militaires pour les détruire. Et vous avez une amende. Bon, donc tout ça pour dire qu'il il y a une nécessité de notre récit. Dire que 90% de la population est contaminée, c'est pas suffisant. Bon, et donc je raconte déjà dans cette première partie déjà ce que ça signifie euh, d'être d'être sous le joug, c'est-à-dire qu'on nous impose une certaine vision scientifique du monde. On nous impose une vision scientifique du monde, numérisée comme ça, sans pour autant nous en démocratiser l'accès. Bon, je raconte aussi je parle des violences que les pesticides constituent une violence faite au corps, de ce que avec certains témoignages. Ce n'est pas une enquête. Je suis dans un projet où on mène une enquête un peu plus large en fait sur les expériences de vie en milieu contaminé, mais je raconte quelques éléments. Je donne quelques éléments. Euh, je montre aussi le rapport d'agriculteurs, d'agricultrices à qui en fait qui ont dû arrêter leur pratique. Toujours hein, sans forcément nécessairement avoir accès aux mesures et aux instruments de cette politique, mais il y a un monsieur dedans que je nomme Monsieur Pierce, qui raconte, ben oui, ben en fait, moi je voulais cultiver bio, moi c'est une association Orga Pays, et puis ben quand Jaffa est arrivé, on a trouvé, ben moi j'ai arrêté tout. J'ai arrêté tout avec des conditions économiques aussi qui vont avec. Alors que c'était une occupation de terre, c'est avec l'occupation de terre qu'il avait eu son terrain, et que du coup, il doit tout arrêter. Et il se retrouve à travailler en tant que personnel de la sécurité pour le port. Et donc, lui-même n'a jamais fait de banane. Mais du coup, les bananes, les terrains de bananes qui sont encore contaminés, qui ont contaminé son terrain, bah lui, il se retrouve à assurer la sécurité des conteneurs de bananes qui vont en hexagone. Donc, on voit en fait comment euh, cette politique publique, elle vient en fait, elle vient toucher quelque chose de très important chez nous, c'est-à-dire qu'elle vient atteindre certaines relations vernaculaires socio-raciales. Enfin, pas socio-raciales, mais vernaculaires, familiales. Euh, le programme Jaffa, qui est un programme, le programme de l'État le plus proche des gens, et les agents que j'ai rencontrés font un travail ah, magnifique, enfin très bien. Mais c'est un problème qui reste quand même assez problématique. Parce que on va dire aux personnes, pour vous préserver de l'exposition au chlordécone, vous devez mettre en doute les œufs de votre grand-mère. Vous devez mettre en doute l'échange que le voisin, parce qu'il a sa récolte d'igname, il en donne un peu plus, et du coup, vous avez des goyères, machin. Vous devez vous devez douter, en fait, de votre milieu de vie, à tous les espaces. Et ceux qui étaient avant, ceux qui avaient aussi un gage de, non seulement c'était bon,
le repas de la tante, etc., c'était bon, mais en plus, c'était un gage, c'est-à-dire qu'il y avait autre chose qui se jouait dans ce rapport que la qualité sanitaire du repas. Il y avait une relation qui était maintenue ainsi, il y avait une sorte de réconfort parfois spirituel dans ce qui se jouait, en fait, tout ça. Tout ça n'est pas pris en compte parce que la mesure du chlordécone devient le seul principe qui régit le réel. Bon. Et c'est là que je parle d'un écoumène qui est en péril. C'est-à-dire que... Et ça peut donner même lieu à des choses assez farfelues. Quand on parle, par exemple, des éleveurs, des personnes qui vont élever des vaches, même si à la fin la vache elle est tuée, euh, il y a une relation qui se tisse avec la vache. Et pour dépolluer, on, on doit mettre la vache dans dans un box de 3 mètres carrés, là où elle avait l'habitude voilà, d'errer, etc. Et d'ailleurs, ça, on sait que le stress animal affecte aussi la composition. Ça, c'est la première partie. Encore tout. La deuxième partie, j'ai fait une enquête un peu historique où j'ai essayé de réfléchir à la question, mais comment nos terres ont été transformées en bananeraies en monoculture d'exportation de bananes? La réponse rapide, je reviens rapidement dans la question, c'est qu'en fait, ça a été un projet colonial, explicite. Mais attendez, un projet colonial et scientifique, ou plutôt un projet colonial avec l'appui de scientifiques. Le chlordécone est une production scientifique coloniale, avec des instituts tout au long du XXe siècle, l'école d'agriculture coloniale, euh, le scientifique Villard-d'Herbaut, qui a été le premier à montrer que le chlordécone pouvait tuer les charançons, c'est quelqu'un qui était membre d'un institut qui s'appelle l'Institut des fruits et agrumes coloniaux, l'IFAC, qui a testé ça en Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire, et puis après, ça a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe. Bon, euh, un projet colonial, on appelle ça la colonisation agricole, qui avait pour fonction, donc il y avait le caoutchouc, il y a le cacao, donc c'est la banane, mais qui avait pour fonction de redorer le blason de la France, qui avait subi une humiliation terrible avec la guerre franco-prusse en 1870, une humiliation terrible. Et ils se sont dit, bon voilà, pour qu'on puisse se sentir mieux, nous allons en fait dominer, exploiter les terres et les peuples. Et on va créer aussi un imaginaire, hein, parce que les bananes produites ici, elles sont consommées principalement en hexagone, et il faut vendre cette consommation. Il faut vendre cette consommation comme étant une bonne manière de traiter les Antillais. Et d'ailleurs, la filière de bananes du GP Ban, elle continue à surfer sur sur cette, euh, sur cet imaginaire. Je vais vous montrer une petite photo intéressante. Euh, c'est où? Voilà. Il y a aussi, voilà, il y a quelques images, pardon, dans dans le livre. Et ça, c'est une image qui paraît dans le journal Illustration, 1939-1940, donc juste enfin, pour la Première Guerre mondiale, enfin, la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit la banane française, fruit colonial français. Ça. La banane est le fruit le plus hygiénique et le plus sain. Donc évidemment, on voit aussi la racialisation de la production, produit par des personnes colonisées et personnes noires, à destination de personnes blanches résidant en Hexagone. Donc en fait, on parle, c'est bon pour votre corps, mais c'est bon pour quel corps? Regardez encore aujourd'hui quand on mange, quand l'UGPG, le GPBAN fait des pubs et montre des personnes en train de manger les bananes. Regardez à quelle catégorie socio-raciale appartiennent les personnes qui mangent la banane et les personnes qui fabriquent la banane. Bon. Le troisième point que troisième acte, en fait, je me suis posé la question, mais ok, on a contaminé. Enfin, bon. D'ailleurs, on a inventé la nécessité du chlordécone, hein. C'était absolument pas nécessaire. C'était vraiment une invention du capitalisme colonial. Bon. Mais la troisième question, c'est comment on a pu laisser ou maintenir des peuples en situation d'exposition? Comment on a pu organiser légalement, en fait, euh, le maintien de Martiniquais européens en situation d'exposition, en connaissance de cause? L'une des réponses, il y en a d'autres que je fournis, est celle de la production d'ignorance.
C'est-à-dire que on a organisé et fabriqué une ignorance au sujet de notre propre contamination. Alors que les premiers rapports sur la question datent de 1977, le rapport Snegarov qui dit, ah, on retrouve là dans la rivière Bastia, on retrouve du chlordécone, c'est bizarre, il faut qu'on cherche ça un peu plus, il faut qu'on étudie les questions de santé. Alors qu'en 74, en Martinique, il y avait déjà des ouvriers, des ouvrières qui disaient non, non, nous, on n'en veut plus. Les premières mesures de protection de la population ne sont intervenues que 23 ans plus tard, dans les années 2000. Là, aux États-Unis, parce que vous savez que ça a été fabriqué peu aux États-Unis, en 3 ans, tout était fait, tout était réglé. La protection de la population, les recherches épidémiologiques, les recherches des dépollutions, le traitement judiciaire, le traitement législatif, tout ça a été fait en 3 ans. Tous ces processus-là se sont faits 20, 30 ans plus tard, voire 40 ans plus tard. Et la quatrième partie, pour aller vite parce que j'ai parlé beaucoup, c'est la partie où j'interroge un peu, où je questionne un peu les mobilisations, comment s'est-on mobilisé, à la fois les mobilisations politiques, euh, avec ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique et en Hexagone, mais aussi les mobilisations artistiques. En fait, on a une production artistique foisonnante sur le sujet, beaucoup de chansons. Ici, il y a une très belle chanson de Wozan Monza, Wozan Monza, qui est voilà, magnifique chanson. Oui, mais voilà. Et surtout depuis 2018, on voit des personnes qui sont basées en Martinique, qui sont basées, quelqu'un comme Tiwoni, Neg Lyrical, enfin, qui sont basés un peu partout, avec des plasticiens, avec des pièces de théâtre, voilà. Bien sûr, en mobilisation judiciaire, avec les actions en justice. Et puis aussi, mais une mobilisation face à cette domination des sciences, avec une forme de tentatives qui sont encore pas beaucoup développées, mais qui sont là quand même, de formes de sciences populaires. Notamment, il y a un collectif des ouvriers agricoles empoisonnés aux pesticides en Martinique qui mettent en place une épidémiologie populaire. Souvent, les épidémiologistes, quand ils ont une méthode, c'est-à-dire qu'ils ont une question et ils vont, euh, par exemple, en l'occurrence, OK, est-ce que le chlordécone est lié au cancer de la prostate? Et on doit regarder le cancer de la prostate. L'épidémiologie populaire consiste à frapper aux portes d'un ensemble de quartiers et de dire, bon, en fait, à toutes les portes, bon, quels sont vos problèmes de santé? Mais on fait et après, on voit, tiens, c'est bizarre, dans ce secteur-là, ben, on voit que toutes les femmes, par exemple, souffrent d'endométriose. Et là, on permet de faire émerger, voilà, d'autres questions. Euh, et la dernière partie, la cinquième partie, une partie de proposition, qui pour moi fait écho aussi avec la responsabilité qu'on a en tant que chercheur, en tant qu'auteur, de ne pas, de ne pas juste être là à décliner en fait les différentes formes de domination, mais aussi proposer en fait ce qu'on pense pourrait améliorer la situation. Et je reviendrai pour m'arrêter, je dirais juste, il y a une proposition que je souhaite, vu qu'on est à l'université. Après avoir été recruté au CNRS en 2018, et j'étais recruté sur le projet avec Chlordécone, je me suis retrouvé dans plusieurs instances, je sais que Stéphanie aussi, de chercheurs et de chercheuses qui travaillent à la question du chlordécone. Donc j'étais un peu à l'interface avec l'État. L'État a mis en place un conseil scientifique du pilotage du plan national chlordécone avec des différents scientifiques qui sont censés conseiller le gouvernement sur les actions à prendre. Bon. Moi, je suis un petit jeune dans l'affaire et on me le fait bien comprendre, comme reste tranquille. Bon, en plus, je passe pour un peu un énervé, mais bon, ça ne me dérange pas. Euh, des espaces qui sont aussi structurés par le patriarcat, par la blanchité également. Euh, et je me suis rendu compte, j'ai vu comment s'organiser la recherche, ce que je ne voyais pas en tant qu'étudiant. J'ai vu comment, en fait, on élabore une recherche sans les Antillais, et des recherches en santé notamment. Par exemple, il y a une recherche dont je fais partie sur l'affaire sur le cancer de la prostate, etc. Au moment de l'élaboration, au niveau du conseil scientifique qui suit, il n'y avait aucun homme noir. C'est-à-dire la cible, en fait, parce que cancer de prostate, c'est... voilà. Là où, par exemple, dans d'autres contextes, il y a un membre du conseil scientifique qui l'a dit,
en Nouvelle-Zélande par exemple, ou Aotearoa comme les Maoris l'appellent, ça serait impensable. Dis, ça fait 30 ans qu'on a réglé cette question. Ça serait impensable de faire un projet de santé sur les Maoris sans que les Maoris soient impliqués au moment de l'élaboration, du suivi, du partage de résultats, etc. Et là, on est aussi dans une, dans une gestion coloniale de la production de recherche scientifique sur le sujet. Et on le voit aussi, alors je sais que voilà, je m'adresse aux professeurs et maîtres de conférences qui sont ici, qui peut-être ont une vision plus ancrée enfin, que moi, mais de ce que j'ai vu sur ce sujet, c'est que souvent, on- les Antilles peuvent devenir une forme de Far West de la recherche scientifique, où on vient, on fait deux, trois entretiens, on repart, on publie dans sa revue, dans une revue qui n'est pas accessible à celles et ceux que vous avez interrogés. On prélève les échantillons de terre, on prélève les échantillons sanguins, etc. Et on a créé cette idée que, en fait, les chercheurs n'ont aucun compte à rendre aux habitants, puisqu'ils sont chercheurs. Et on est littéralement dans une espèce de défilé d'explorateurs. Enfin, c'est ça, moi, c'est ce que j'ai vu. Et du coup, une des propositions que je fais dans ce livre, c'est la proposition d'une commission. Alors, d'une part, je milite en faveur d'une souveraineté antillaise de la recherche, souveraineté locale, et notamment avec la mise en place d'une commission d'éthique décoloniale, proposition que je fais. C'est-à-dire, comme ça se fait dans beaucoup d'espaces, si on va en Guinée, si on va en Nouvelle-Zélande, quand on met une recherche, en fait, on va d'abord présenter cette recherche auprès d'un comité ou d'un collectif, d'un organe local. On doit expliquer, en fait, euh, quelle est cette recherche, enfin voilà. Mais là, on a les peuples locaux ou des représentants qui, en fait, se prononcent. Et on doit expliquer aussi comment les peuples, les habitants sont impliqués dans cette recherche. Ces commissions autorisent, valident le déploiement de ces recherches. Et moi, je pense qu'on pourrait clairement avoir quelque chose comme cela, au moins aux Antilles, mais je pense que le problème, il est national, et, voilà, au moins aux Antilles, qui permettrait d'éviter parfois le surpâturage, le fait qu'on a des associatifs qui luttent, qui sont toujours sollicités, toujours, parfois, on s'est retrouvé dans des espaces avec des associations où on était quasiment 6-7 à poser les mêmes questions à la même personne. Mais ça permet aussi parfois de poser un cadre. J'ai aussi, alors j'ai pas pu l'aborder dans le livre, mais j'ai aussi entendu des collègues, femmes, qui, quand elles allaient mener certaines enquêtes, se faisaient agresser sexuellement. Que c'est aussi une réalité. Et que là, pouvoir dire, attendez, attention, nous avons un cadre et nous, Antillais, décidons que, en fait, cette personne est autorisée à faire cette recherche et qu'elle est soutenue en cas de problème. Ne faites pas n'importe quoi. Bon, mais l'idée étant que euh, la recherche scientifique doit être démocratisée. On doit favoriser l'accès aux Antillais à la recherche de sorte qu'à ce que les Antillais deviennent des acteurs et des actrices des recherches et des productions scientifiques sur leur terre et sur leur corps. Non pas que ce soit que les Antillais, évidemment pas, mais au moins qu'il y ait un rééquilibrage parce que là, on n'y est pas. Et que l'on puisse, euh, orienter les recherches de manière, enfin, orienter, en tout cas, favoriser un déploiement de la recherche qui permet de sortir de cette habité coloniale. Toutes ces différentes strates que j'ai décrites, je n'aime pas parler du volet judiciaire, mais volet judiciaire, 17 ans d'instruction, aucune condamnation. Les juges ne se sont pas déplacés sur place. On dit qu'il y a une contamination, mais qu'il n'y a pas de crime. Donc en fait, on nous dit qu'on a été contaminé et que notre contamination pour plusieurs siècles, peut-être, avec les dangers que l'on connaît, en fait, c'est une contamination qui est parfaitement conforme à la loi française. Bah, c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'il n'y a pas de crime, en fait. On vous a contaminé, mais on n'a enfreint aucune loi. Donc la loi française permettait de vous... Voilà, en fait. Mais toutes ces strates, au niveau de la conception, de la pensée du chlordécone, au niveau
Question sociale au niveau de l'organisation même de la production, je ne l'ai pas abordé, participe à l'habité colonial. Quand on voit le champ de canne, le champ de banane, ça passe émerger. Mais les structures scientifiques, administratives, judiciaires, législatives, tout cela constitue l'habité colonial. Et c'est cela que je pense que nous devons littéralement défaire. Et voilà, je m'arrête là pour les questions. Très bien. Merci. Merci Malcolm pour cette présentation très très dense. Je ne vais pas, surtout pas chercher à faire une synthèse ni à préciser les différents points qui ont été abordés. Non, on passe à la partie débat. Donc, il y a à la fois des personnes présentes ici, il y a aussi des internautes. Donc, pour les internautes, je leur propose de poser des questions dans le chat et M. Blanchenet va nous transmettre ces questions. Et puis, pour la partie présentielle, Monsieur Baltus, qui est là, il va récupérer les petits papiers que vous avez eus. Si vous avez des questions, on les présentera à Malcolm. Ce sera plus facile, plus pratique à gérer. Donc, bon, ça. Oui. Euh, non. Non, 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 non. Non, 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 en fait, je participe à l'activité scientifique et une activité collective. Je suis en discussion avec plein de personnes et je suis là pour discuter. Et donc, du coup, si quelqu'un lit mon texte et me dit, voilà, vous êtes complotiste, ben, on va discuter. Et on va faire, voilà. Mais je pense que c'est quand même, par exemple, même le concept de blanchité qui est très, enfin, que j'ai pas vu beaucoup utilisé dans certains espaces, y compris par certains, voilà. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas? En fait, alors que il y a des dizaines, il y a un ensemble de chercheurs, des chercheuses qui, en fait, travaillent, ils se disent, bon, voilà, nous sommes issus d'une société coloniale esclavagiste, nous avons le droit de nous doter des outils pour penser nos situations. C'est un outil, voilà. Et on discute, ça ne veut pas dire que c'est un outil parfait, ça ne veut pas dire que c'est... Mais voilà, je pense que la discussion permet de... Ah, pardon. Alors là, j'ai deux questions. La question de la chronologie, sur en fait, quid du temps d'avant où la molécule était, avant qu'elle soit utilisée, c'est ça? Enfin, ouais. Oui. Et je reviens après sur la question de commission d'éthique décoloniale. Je sais pas si c'est... ouais. Bon, alors, déjà, quel est l'accueil de votre proposition de commission d'éthique décoloniale? Bon, je viens de la faire, la proposition. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais je pense que une chose est sûre, c'est qu'elle ne doit pas être posée uniquement à l'Université des Antilles. Elle a été posée aussi aux différents instituts de recherche, au CNRS, à mon université, là, à l'Université Paris-Dauphine. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est absolument pas... bon. Et donc, on va voir en fonction. Je pense pas que ça sera accueilli à bras ouverts. Bon, c'est pas grave. Euh, alors, sur la question de la chronologie, c'est important parce que, et en fait, le premier chapitre, il est consacré à l'un des grands oubliés, un des grands oubliés d'affaires du chlordécone, qui est le charançon. Pardon. Parce qu'en fait, dans le récit de la question du chlordécone, le récit commence toujours par Ah, il y a eu une explosion, une recrudescence de charançon, on a été obligé d'utiliser le chlordécone. Bon, en fait, le charançon, il est aux Antilles depuis le milieu du 19e siècle. Depuis 1843 à 1842, on trouve des écrits qui disent, bah voilà, d'entomologistes notamment. Donc en fait, on a fabriqué en fait ce concept, ce problème. Évidemment, quand on met des monocultures et qu'on met à disposition la même plante pour tout le monde, ben, ça favorise en fait le. Mais du coup, il y avait déjà des charançons. C'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres manières de faire face aux charançons avant le chlordécone. En l'occurrence, on utilisait différents types de piégeage biologiques, souvent avec des troncs des pseudotroncs, des morceaux de pseudotroncs de bananier qu'on mettait entre les rangées. Bref, on savait le faire. Donc c'est vraiment une invention à la fois à des fins capitalistes de la filière de banane, invention scientifique
qui a fait le choix de la chimie de synthèse, pas empoisonné. Et aujourd'hui, les charançons, ils n'ont pas disparu. Ils sont encore là. Ils sont encore dans les bananeraies. Et on est revenu au même système du piégeage, sauf que là, il est un peu sophistiqué parce que c'est un boîtier jaune et on a mis des phéromones où on attire les charançons qui sont du coup noyés dans une eau savonneuse au fond de la boîte. Mais en fait, voilà. Donc, il n'était pas nécessaire, c'était pas une obligation, c'était pas une nécessité d'utiliser le chlordécone. C'était un choix fait par une poignée de personnes, une poignée d'hommes, donc en complet déni démocratique, parce que les Antillais n'ont pas choisi le chlordécone. Euh, alors, comment imaginer nos pays dans 50 ans au regard des défis environnementaux, géopolitiques et autres et auxquels on fait face? Alors, c'est une très belle question, je sais pas je sais pas qui l'a posée, mais et qui, voilà, moi, enfin, je me dis, pour les questions écologiques, nous avons besoin de plus en plus de personnes qui vont travailler ces sujets. Et donc, si on me dit dans 50 ans, quelle serait, moi, mon imagination, mon idée, c'est que j'aimerais, en fait, qu'il y ait beaucoup d'Antillais qui soient formés, qui aient accès aux positions de recherche, qui aient des positions de pouvoir, en fait, dans l'organisation, dans la décision de comment la recherche est financée et ce quoi, de sorte à ce qu'on soit équipé pour proposer nos solutions aux différents problèmes que l'on pourra rencontrer, qu'il s'agisse de réchauffement climatique, de différents types de pollution, là, on appelle les pesticides, mais il y a la pollution aux microplastiques, il y a la pollution aux métaux lourds, en fait, il y a la question de la nutrition, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, moi, j'imagine, je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir, mais je pense qu'on peut s'équiper pour y faire face. Euh, alors, préciser le concept de race et de blanchité, sont-ce bien les aspects biologiques et culturels? Alors ça, c'est une vaste question. Quand j'emploie le mot race, et tout ça, je mets même le mot catégorie socio-raciale, parce que évidemment, je ne reprends pas les théories, pour le coup, racistes et biologiques du 19e siècle qui parlent euh, de l'existence de races distinctes d'êtres humains. Voilà, je ne parle pas d'une existence. Voilà, en fait, nous partageons 99,7% de notre ADN. Bon. Par contre, il y a une construction socio-raciale qui va placer au sommet hiérarchique de certaines sociétés, de certains espaces, des personnes qui vont apparaître ou être catégorisées comme blancs ou alors comme... voilà. Et ça, d'ailleurs, ces catégories, elles sont mouvantes. Elles ne sont pas les mêmes qu'on soit aux Antilles, qu'on soit en Hexagone, qu'on soit au Brésil, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Sénégal. Enfin, voilà. Le social est fait de plusieurs catégories, et donc c'est en ce sens-là que je parle de blanchité. Il y a plusieurs auteurs, euh, dont une, par exemple, qu'on ne pense pas, qui travaille ce concept, qui est Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Elle a écrit un ouvrage qui est magnifique, qui s'appelle Playing in the Dark, où elle parle de la blanchité de la littérature états-unienne. C'est pas moi qui le dis. Quand on parle des béquets et qu'on parle de blanchité, il y a une anthropologue qui s'appelait Edith Kovacs-Bodou, qui en 1960 fait une étude sur ce groupe. Euh, et c'est l'une des rares qui a pu faire une étude. Maintenant, il y en a eu d'autres, avec notamment Harry Gordien, que vous connaissez bien aussi. Euh, et elle-même décrit ce groupe qui s'est constitué explicitement avec une solidarité raciale blanche vis-à-vis de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'au sein de ce groupe, il n'y a pas des différentes catégories, des pauvres, des riches, des femmes, des hommes, et qu'il n'y a pas des dissensions, mais que historiquement, on a pu maintenir. Ouais, je vais reprendre pour celles et ceux qui sont en ligne, je vais reprendre les questions au fur et à mesure. Bah, du coup, je peux déjà répondre à ces trois interventions. Bah, déjà, merci pour cette remarque et merci de me lire. J'apprécie évidemment. Euh, L'écriture, elle est toujours poétique et même politique aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il se joue dans le langage les mêmes enjeux que l'on retrouve dans le social. Enfin voilà, c'est aussi un enjeu. Qu'est-ce qu'on écrit, qui on rend visible, comment. Et j'accorde une importance dans ce texte
à l'écriture, chaque chapitre est précédé d'un poème en créole. Alors, créole martiniquais, désolé, je ne maîtrise pas très bien le bitalassa, quoi, tu vois. Il n'y a pas de grande différence. Mais, mais non, je maîtrise pas, voilà, en tout cas, j'essaie et j'apprends, et j'apprends. Et, et, mais c'était pas une fantaisie en fait, c'était pas un truc accessoire. Euh, de ce que j'ai pu constater, si aux Antilles on parle français, on parle aussi, on a nos créoles martiniquais, guadeloupéens, et les activités intimes du rapport à la terre se font aussi souvent en créole. Le rapport au poisson, à la pêche, à l'agriculture. Parfois entre certains amis, quand on mange, même quand on joue, quand on décrit quelque chose. En fait, le créole est omniprésent. Et quand je regarde l'activité scientifique, quand je regarde les textes de loi, quand je regarde l'action judiciaire, en fait, c'est comme si cette langue n'existait pas. Ces langues n'existaient pas. On les efface. Et donc, c'est quelque chose. Et il y a du coup un auteur qui s'appelle Ngugi wa Thiong'o, qui a écrit un livre très important aussi, Decolonizing the Mind, décoloniser l'esprit. Ça a été un écrivain kényan, poète, dramaturge, qui parle de l'importance de pouvoir aussi formuler et écrire dans les langues, dans certaines des langues des peuples. Et je pense que, oui, je pense que nous avons besoin d'une production scientifique en créole. Et pas simplement, pardon, Ngugi wa Thiong'o, c'est Thiongo et W-A, Wa plus loin, Thiong'o, Thiongo. Et Ngugi, c'est son prénom. Euh, euh, oui, je cite aussi dans ce livre. Bon, nous avons besoin d'une production. Et pas uniquement une production scientifique, linguistique sur qu'est-ce que c'est le créole, comment le nommer, etc. Non. En fait, il est possible, on est capable d'exprimer toutes ces relations à la Terre dans le créole, mais nous sommes capables aussi de pouvoir parler, de présenter des mathématiques, et surtout, d'avoir accès à une activité scientifique qui se fait en créole. Parce que le danger est de se dire, mais en fait, il y a une langue qui a l'autorité administrative, qui a la responsabilité politique, qui a l'autorité judiciaire, qui a l'autorité scientifique, et cette langue n'est pas le créole. Moi, je pense que ça passe aussi par, enfin voilà, on est là pour discuter, je pense que ça passe aussi par un réinvestissement, et que comme toute langue vivante, oui, ça impliquera un enrichissement aussi sur certains termes, sur certains concepts, et un travail que je trouve assez beau de se dire, mais en fait, voilà, j'écris ça, comment je peux apprendre à le dire dans une de mes langues voilà, natales, voilà. Euh, Sur la question de par laquelle place, oui, refaire, en fait, le titre, c'est d'abord S'aimer la terre, le sous-titre, c'est défaire. Donc, je propose une forme de politique d'amour de la terre et le capitalisme, effectivement, enfin, le capitalisme prolonge, renforce la vitesse coloniale. Donc, effectivement, j'imagine, enfin, si on peut rêver, oui, du monde, en tout cas post ou anticapitaliste. Et même si l'on regarde, sans être communiste, si on regarde le fait que une filière agricole s'est enrichie à partir des souffrances des ouvriers et des ouvrières agricoles et des souffrances de celles et ceux qui sont empoisonnés au plus fort. Est-ce que les conditions morales et cette filière qui, aujourd'hui d'ailleurs, s'est instruit en tant que partie civile au procès, l'UGPBAN est aujourd'hui partie civile au procès. Nous sommes les victimes. Pour moi, quand je regarde ça, je me dis, bon, en fait, les conditions morales d'une exploitation qui augmente le capitalisme béquet, en fait, le capitalisme colonial, ne sont plus réunies. Je pense que on pourrait avoir une meilleure redistribution des richesses. Ou redistribution, on peut pas conserver un monde où, en fait, on est là, il y en a qui gagnent des millions, il y en a qui n'arrivent pas à acheter de l'eau, il y en a qui n'arrivent pas à pourvoir à leurs besoins. Je pense que cette justice sociale, voilà. Euh, alors, sur la deuxième question sur l'enquête relation entre Becquet et Blanc, enfin, et, du coup métropolitain, dans le texte, je parle de Blanchité et
la blanchité, c'est pas juste un drap qu'on met partout. En fait, comme toute racialisation, elles sont multiples. Euh, il existe différentes façons d'être racialisé comme noir, différentes façons d'être racialisé comme juif ou arabe. Ah ben, il existe aussi différentes façons d'être racialisé comme blanc. Et qu'en fait, le métropolitain ou les métropolitains et les béquets sont deux formes de racialisation blanche différentes, distinctes. Et alors, j'ai pas moi-même mené une enquête sur les, les tensions qui peuvent y avoir. Donc, je vais pas pouvoir répondre directement à cette question, même s'il y en a. Et par contre, on trouve aussi des alliances, des alliances. L'alliance, quand vous regardez le chlordécone à travers je vais adresser la remarque de Pierre Audin qui me dit, bon, est-ce que je suis pas un peu trop essentialiste dans mes solutions? Mais juste quand on regarde, même de manière phénotypique, l'échiquier de l'affaire du chlordécone. On voit d'un côté des ouvriers agricoles, des associations écologistes, des manifestants, des militants anti-chlordécone qui sont non blancs. On voit un côté un procureur, des préfets, des scientifiques, euh, des gendarmes, des gendarmes qui sont systématiquement empreints de blanchité. Et pour moi, on ne peut pas raconter l'histoire du chlordécone sans parler de sa blanchité. Ça ne veut pas dire euh, qu'il faille essentialiser le mal, on va dire, dans une certaine catégorie socio-raciale, mais ça ne peut pas être quelque chose qu'on occulte dans des sociétés postcoloniales, post-esclavagistes. Ça ne peut pas faire juste comme s'il n'y avait pas cette question. Elle se pose. Euh, euh, et d'ailleurs, il y a aussi un problème qui est fondamental, qui est celui de la force de gendarmerie. En Martinique, on le voit avec les CRS en ce moment, enfin, depuis la, bon, pas Vichard, mais la grève de 74 en Martinique a été réprimée dans le sang par des gendarmes qui n'ont pas été punis, qui n'ont pas été. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des ouvriers qui disent, nous voulons arrêter le chlordécone à l'époque, nous voulons pouvoir avoir une pause déjeuner, nous voulons avoir une augmentation de salaire, nous voulons avoir des congés. À la demande des béquets, des gendarmes arrivent, on tue et on blesse. Et ça, c'est tout le XXe siècle, en fait, martiniquais, c'est ça. Il y a un très beau documentaire de Camille Mauduèche qui s'appelle Chalvet, je vous invite à le regarder. Et ça veut dire, là encore, en fait, on a une force en gendarmerie. Ils ont tabassé, ils ont lynché un jeune militant qui s'appelle Kézia Nussier le 16 juillet 2020 devant le commissariat de police. Ça a été filmé. Le commissariat de police à Fort-de-France, il est juxtaposé, en fait, à côté, adossé à la préfecture, et il est à côté à Biotech Chinchère. Bref, en fait, et là, mettez-vous à la place de ce jeune Martiniquais, tambouillé, joueur de bellet, qui va jouer du tambour devant le commissariat parce qu'on a arrêté des militants qui militent pour enfin, contre le chlordécone, et qui se voit, en fait, lynché, je pèse mes mots, par des gendarmes. L'espace où il serait censé être le plus safe, le commissariat, il est devant le commissariat. En fait, il y a le commissaire qui est devant et qui regarde et qui participe à ce qui se passe. C'est filmé, c'est en vue, vous allez voir sur les... Bon. Et le gendarme lui enfonce le pouce dans l'œil gauche et lui profère des insultes homophobes et racistes. Meurs, sale. C'est filmé, hein. Et là, on se dit, bon, il y a un problème. Et le problème, c'est pas que la molécule. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a une force qui a un monopole de la violence légitime qui n'a aucun compte à rendre aux Antillais. Il y a une force qui n'a aucun compte à rendre aux Antillais. Et ça doit changer. Bon. Euh, et donc, quand je dis en fait, moi, je veux pas essentialiser, tiens, les Antillais ne comprennent pas la science. Enfin, je sais pas si c'était un peu ta question. Et je suis même pas sur ce. Par contre, bon, Philippe Verdol, qui est aussi un spécialiste de la question, pourra, si tu veux, à un moment donné, raconter le moment où on te dit, enfin, on t'invite pas à un colloque parce que tu comprendras pas. Donc ça fait écho à la question que pose Pierre Audin. Mais là où je me place, c'est au niveau d'une démocratisation et décolonisation des sciences. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, en tout cas de ce que je vois, et je parle que de l'affaire du chlordécone, c'est que les recherches se font à huis clos. D'ailleurs, on demande un travail de traduction qui est non reconnu du créole vers le français, soit par des collègues, soit par les agriculteurs et les petites semaines.
Et le moment où il va y avoir une interaction entre chercheurs, entre scientifiques et antillais, c'est seulement le moment du résultat. Et souvent, c'est pas l'accès à l'ensemble de la publication, c'est par exemple, vous allez avoir Multiné qui passe à la télé et qui dit voilà, j'ai trouvé ceci, cela. Mais du coup, la participation, la participation à l'activité scientifique, de l'élaboration, du suivi, de la pratique, etc., c'est là que je me place. Et c'est ça que je propose comme, voilà, façon de voir. Et ça implique, y compris moi, personne n'est, même moi, de repenser en fait ma manière de faire de la recherche, de comment je restitue, à qui je restitue, de comment je pense une recherche quand je vais la mener, de qui j'implique, des choses que voilà, on ne m'a pas apprises, mais que je me dis, bah, tiens, en fait, peut-être que ça permettrait du coup, non pas d'accepter les résultats, mais en fait de comprendre un peu plus le processus scientifique pour que quand il y a des recherches qui sortent, on ne soit pas en train de se dire, ah ben non, ils nous mentent, ils nous ceci, on va pas les croire, etc. Euh, et qu'il peut y avoir un peu plus une relation de peut-être de, sinon de confiance, au moins de familiarité entre chercheurs et habitants. Alors, ma question porte sur la première partie de votre exposé. Souvent, on prend comme point de départ le repère traumatique de l'époque coloniale, le rapport à la terre, à la nature, a pourtant une origine souvent éludée. La nation Kalinago témoignait un profond respect à la nature, même une crainte. Alors, vous y êtes-vous intéressé? Si oui, quels enseignements pourrions-nous tirer de cette civilisation pour le monde de demain, pour notre conduite face à la nature? Alors, il y a une autre question. Quand on promeut le penser au prisme du colonial et du décolonial, on objecte souvent qu'il s'agit d'une vision essentialiste. N'est-ce pas réducteur de cantonner le propos à une vision essentialiste? Euh, bon, je vais avoir d'autres trucs. Alors, ah, t'en as une aussi? La, la, la modernité ou l'ontologie moderne qui sépare le réel en deux, en des dualismes, en ensemble de dualismes, nature, culture. Ce qui fait que quand on parle d'harmonie avec la nature, paradoxalement, on est déjà en train de reprendre en fait une partition moderne et à essayer de les rassembler. Plusieurs anthropologues montrent que, en fait, pour plusieurs peuples de la Terre, et même une majorité des peuples de la Terre, le réel ne se diffracte pas comme cela. En fait. Donc c'est pour ça que moi, euh, je, je, je n'emploierai pas, pour moi, les Kalinago n'étaient pas en rapport avec la nature. Puisque la nature, l'idée même de nature est une construction moderne. Ils avaient différents rapports, effectivement, avec ce que nous, on appellerait dans notre modernisation, entre guillemets, nature, mais en fait, bon. Et je mettrais même un petit point d'attention. Attention. Attention à l'instrumentalisation qui peut être faite des savoirs et connaissances des peuples autochtones pour résoudre des problèmes causés par les Occidentaux, on va dire ça. Exemple typique, c'était en 2020-2019, quand il y avait les méga-feux en Australie et il y en a encore au Brésil, où on disait, attendez, il y a des peuples autochtones, les Quilombos, les Guaranis, les Krenak, ou alors les peuples aborigènes d'Australie, qui ont une pratique des petits feux qui peuvent résoudre nos problèmes. Mais on ne se soucie pas, en fait, mais quelles sont leurs questions, quelles sont leurs conditions de vie, quelles sont leurs histoires, quels sont leurs noms, quelles sont leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils veulent, qui sont-ils? On voit juste, ah, ce savoir-là, je peux l'utiliser. Et on reproduit ce qu'on appelle, ce que Hannibal Kicrano a appelé une colonisation, une colonialité du savoir. C'est-à-dire, je prends ton savoir, je l'utilise pour mes propres questions, et puis même tout ce que tu peux connaître, savoir d'autres, je diabolise. Bon. Et il y avait une, il y avait une autre question, non, je crois. Donc, il y a une question sur le comité d'éthique décoloniale. Ah non, ça, on a déjà fait, pardon. Bon, après, les questions, c'est plutôt en commentaire. Euh,
quelqu'un qui dit qu'il faut étendre la réflexion écologique colonialiste sur les sociétés africaines qui avaient des habitudes plutôt écologiques, oui. Qu'il y a des logiques d'explorateurs internes, oui, comme dans toute société, nous avons des rapports de domination au sein même de nos sociétés. L'affaire du chlordécone est aussi l'affaire, en tout cas le récit de la marginalisation sociale de nos ouvriers et des ouvrières agricoles et de la marginalisation sociale de la main-d'œuvre migrante. Euh, ce qui, s- euh, Quand j'ai fait mon enquête, particulièrement en Guadeloupe, je tiens à le dire, les propos déshumanisants que j'ai entendus sur les Haïtiens et les Haïtiennes étaient assez effrayants. Souvent même, j'ai entendu dire, bah tiens, en fait, qui a contaminé? Ah bah ce sont les Haïtiens. Bah ils savaient pas lire. Donc ils mettaient plus ce qui était autorisé que le produit. Donc en fait, l'idée que le chlordécone serait responsable de tous les maux et que nous, en tant que société, nous n'aurions pas aussi en fait, regarder, non, là je crois que non, ce qui se passe, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, on a un État qui, en fait, dans ses prises en charge, n'a pas de place pour par rapport au chlordécone. En fait, dans toutes les mesures Jaffa, mais en fait, quelle est la place d'un migrant, d'une migrante haïtienne euh, quelle forme de soins, de politique de soins pour les femmes de ces ouvriers, par exemple, euh, voilà, je crois que l'affaire du chlordécone est aussi cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a contaminé enfin, majoritairement des personnes qui n'ont pas été considérées dans nos sociétés à la mesure de ce qu'elles devraient être. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre 2019 pour qu'enfin il y ait des ouvriers agricoles qui soient à la table ronde des discussions. Euh, Merci beaucoup Stéphanie pour tes questions qui sont en fait, je pense que c'est parfois en forçant le trait qu'on arrive à faire émerger en fait le propos. Première question. Est-ce que ce qui se passe chez nous, ça se passe que chez nous? Est-ce que la contamination au chlordécone est spécifique aux Antilles? Oui et non. Euh, non, dans le sens où, par exemple, le chlordécone en tant que tel a été utilisé dans plus de 20 pays dans le monde. On le retrouve dans les rivières d'Allemagne du comté de Basse-Saxe. On le retrouve en Inde, on le retrouve en Australie, on le retrouve en Chine, on le retrouve au Cameroun, on le retrouve en Équateur. Bon, voilà. Euh, et il y a d'autres formes de pesticides, d'autres biocides, comme tu dis, qui créent un ensemble de problèmes, y compris en France hexagonale. Voilà. Donc ça, là-dessus, la lutte que nous menons face à un territoire contaminé est celle que le monde entier mène. Et donc nous nous confrontons là avec cette question à une question que tout le monde, beaucoup de cas, beaucoup affrontent. Là où pourtant, on peut au moins noter je veux dire, deux raisons pour lesquelles c'est quand même spécifique. Il y a une particularité, on va dire, géophysique qui est que nous sommes, voilà, archipel un peu, mais deux îles qui font que euh, il y a une contrainte physique. Nous sommes des territoires densément peuplés, que du coup, euh, contrairement à des espaces où on va avoir de la vigne à perte de vue et on va avoir euh, ou au Costa Rica des champs de bananes à perte de vue. Là, en fait, il y a une bananeraie ici, il y a une résidence là, il y a un terrain de football là, il y a une mairie ici. Bon, voilà, en fait, la recirculation, c'est un facteur d'intensité d'exposition. Mais la particularité de cette affaire est effectivement, tu y as un peu déjà, tu es allé dans ce sens-là, effectivement, ce que tu as nommé, tu crois que tu as nommé contexte post-plantationnaire, bon, en fait, c'est la déshumanisation structurelle qui est dans toutes les sphères. En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus de l'agrobusiness dans notre espace, qu'il n'y a pas d'exclusion scientifique, mais en fait, c'est l'accumulation en fait, de toutes ces strates qui sont constitutives de la contamination. Donc, si on prend juste la contamination, on dit oui, bah oui, il y a des algues en Bretagne aussi, oui, bien sûr. Mais pourtant, il n'y a pas de crâne de breton au muséum d'histoire naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une longue histoire séculaire, en fait, une déshumanisation du corps noir en l'occurrence, mais pas que, euh,
qui, qui est inséparable, qui est inséparable. Le gendarme qui enfonce son doigt dans l'œil de Kezia, il dit meurs, sale nègre. Je sais pas, mais il le dit sale nègre. Et quand il dit nègre, en fait, il s'adresse à qui? Kezia n'était pas sale, dans le sens, c'était pas. Voilà. En fait, il s'adresse à l'ensemble des personnes qui sont catégorisées comme noires slash nègres. Et ça, c'est un volet qu'on ne peut pas dissocier en fait de l'injure qu'a été cette condamnation et de l'injure que constitue l'absence de justice, etc. Bon, pour moi, ça, c'est le facteur qui parle de spécificité là où quand même il y a quand même des liens et qu'on a quand même à apprendre ce qui se passe à Fukushima, etc. Mais c'est important aussi, ça veut dire que il faut pouvoir aborder avec finesse. Toutes les pollutions ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose de vivre dans une terre qui est radioactive que dans une terre avec des pesticides. Enfin voilà, faut pas non plus jeter. Enfin voilà, il y a des choses. On peut faire énormément de choses en Guadeloupe, en Martinique. Tout n'est pas pollué. Alors, le comité d'éthique décoloniale, je comprends tes questions. Est-ce qu'en fait, en gros, je suis en train de reproduire, de promouvoir une forme de racisme inversé, ou alors ouais, ou alors est-ce que je risque de, euh, oui, 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 mais enfin, est-ce que ça peut donner lieu? Enfin voilà, c'est un peu là. Enfin, est-ce que ça peut recouper? Bon, ouais, et parce qu'effectivement, c'est délicat parce que c'est souvent la remarque qu'on peut nous faire ou qu'on peut faire et qui a fonction à dire, bon, ah oui, comme c'est essentialisant ton truc là, ben, faut pas le faire. Ces questions sont importantes. Évidemment, comment constituer ce comité? C'est des questions importantes qui sont pas simples. Moi, je pense qu'il y a différentes manières d'être entier et que la seule catégorie socio-raciale n'est pas suffisante. Ou qu'on peut être, voilà, il y a différentes manières. Et quand je parle de comité, mais que ce sont des questions que nous devons nous poser. Si on parle de la question des quotas, par exemple, les quotas avant, université au Brésil, le Brésil c'est 220 millions d'habitants, la moitié de population noire, 110 millions de noirs. Quasiment en 2000, avant que Lula arrive, absent des universités. Ils ont mis des quotas. Ça a changé la face des universités. Est-ce que c'est une solution parfaite? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'essentialisation? Oui, il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on doit performer une identité pour convenir à des cadres qu'on aurait posés, etc. Évidemment. Mais je pense que ces questions, ces risques et ces dangers qu'il faut pointer ne doivent pas nous dissuader d'engager cette voie et de se dire, tiens, nous avons la possibilité, nous ne sommes pas, entre guillemets, plus couillons, moins couillons que le reste du monde. Nous pouvons nous administrer. Nous avons la capacité de juger, nous avons la capacité de créer les institutions avec lesquelles nous voulons œuvrer et circuler dans ces espaces. Et la troisième question en fait, il y a un chapitre dans le livre que je consacre à ta question sur l'épidémiologie, en fait. Alors l'épidémiologie populaire, c'est pas uniquement des entre guillemets non scientifiques de profession qui font cela. Il y a des alliances qui sont créées. Il y a des alliances qui sont créées parfois avec des épidémiologistes, avec des enquêtes, mais voilà. Enfin, il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois que c'est Phil Brown, qui en 94 en fait a fait une enquête comme cela dans une, dans un État des États-Unis, je sais plus lequel, je pourrais te donner la référence. Euh, bon, donc du coup, il n'y a pas de. Et donc évidemment, il ne s'agit pas de, de dire, bon, on va complètement faire fi du savoir qui est produit par les chimistes et épidémiologistes, et puis dire complètement célébrer le savoir qui est produit par les agriculteurs, les ouvriers agricoles eux-mêmes. Je pense qu'il y a à penser cette interaction. Certains parlent d'écologie du savoir, des manières en fait de faire coexister différents sachants, sachantes, je sais pas si ça se dit, mais différentes personnes qui ont des savoirs. Et le problème, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a un savoir qui n'est pas reconnu comme savoir. C'est qu'il y a des savoirs qui sont déshumanisés. En 2018, quand il y a eu le colloque sur le chlordécone en Martinique, c'était un colloque qui était où pour y aller, il fallait passer un sas de fourgons de gendarmes. De fourgons de gendarmes qui sont là, qui te regardent.
es en train de fumer leur cigarette, mais tu regardes, tu passes. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi, pour le gendarme, les Antillais sont plus associés à des émeutiers en devenir qu'à des scientifiques? Bon, c'est comme si, en fait, on vous dit, on vous a à l'œil. Vous êtes là, mais vous n'avez pas vraiment votre place ici. C'est un colloque sur nos corps, sur nos terres. Bon, voilà, donc il y a un problème. Alors, et sur la question, par exemple, quand tu dis, voilà, c'est vrai que le cancer de la prostate est plus fréquent sur les hommes noirs, j'ai tout un chapitre, d'ailleurs, qui m'a causé tellement de soucis que j'ai eu un chalaison, que j'ai encore ici parce que je suis un peu en surmenage, parce que j'ai mené une enquête sur déjà la production. En fait, je me suis posé une question. Quand le généticien, parce que c'est les personnes qui travaillent la génomique, l'étude des gènes, quand ils disent les hommes noirs ont un cancer, ont plus souvent le cancer de la prostate, ben, j'ai fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire j'ai étudié la production scientifique de cette donnée. Par qui elle est faite? Quels sont les échantillons? Euh, Comment on arrive à cette assertion qui, au fond, quand on y pense, est profondément violente? On nous dit être un homme noir, c'est un facteur de risque. C'est dangereux. Et qui dit ça? Qui produit ce savoir-là? Oui, mais alors, même par rapport je continue, je continue. Et je me suis interrogé, quand ils disent noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un qui est un savant de la génomique, ça veut dire quoi? Quand il le dit encore là en 2020, 2022, etc., ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un gène noir? Et comme j'aurai ce gène-là, alors j'aurai le cancer à la prostate ou les noirs auront le cancer à la prostate? En fait, il y a, pour le coup, du fait que les sciences expérimentales et les sciences dures, particulièrement en France, sont complètement ignorantes de tout ce qui est théorie critique de la race, de tout ce qui est manière de... Il y a une essentialisation dans les sciences médicales et biomédicales du corps noir. Et quand on regarde la manière dont on fabrique l'échantillon, on voit qu'il y a des choix qui sont faits de manière complètement arbitraire. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est violent de dire le corps? C'est violent parce qu'en fait, l'Afrique, parce qu'on dit noir, on dit descendant d'Afrique, enfin afro-descendant, l'Afrique est tellement diverse et plurielle génétiquement que ça n'a aucun sens de parler de noir génétique. Le chapitre s'appelle L'invention épidémiologique du noir antillais. Donc, mes collègues, je suis dans un projet de recherche qui travaille qui étudie les liens entre chlordécone et cancer de la prostate. Je travaille avec une épidémiologiste, une biologiste, une personne chargée du registre des cancers. Et les discussions que j'ai avec ces personnes, c'est ça. Je dis, mais en fait, mais quand tu dis noir, tu veux dire quoi? Il y a une collègue, elle me dit, ben, ouais, parce qu'il y a des enquêtes à faire. Je lui dis, mais quand tu demandes à quelqu'un si elle est afrodescendante, surtout aux Antilles, en quoi ça va te donner une indication sur son génome? Je dis, bah, par exemple, moi, je serais quoi pour toi? Elle me dit, bah, toi, tu serais. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Euh, Toi, tu serais caramel. Et je dis, d'accord. Donc, bah, écris ça. Tu fais une recherche sur les hommes caramel. Et que les hommes caramel, on va voir si les hommes caramel ont un cancer à la prostate. En fait, en fait, c'est rigolo, mais bon, au fond, je pointe juste le fait qu'on ne puisse pas définir, enfin, qu'il y a un impensé dans la science épidémiologique en tant que telle et dans la génomique. On assiste même à un retour de la race biologique à travers la génomique et qu'il y a des espaces à questionner, à avoir des dialogues interdisciplinaires qui permettraient en fait de montrer que non, en fait, il y a déjà l'épigénétique, il y a l'ensemble de facteurs, y compris pour la drépanocytose, qui permettent non pas de dire, tiens, c'est parce que tu es noir et uniquement parce que tu es noir, même si on a des gènes, on sait que sur la drépanocytose, le gène qui est impliqué est aussi un gène qui a été protecteur contre la malaria. Et qu'en fait, loin d'être une question, entre guillemets, raciale, on voit que les personnes qui ont ce gène sont, ah,
pareil. Ces personnes qui sont situées dans une latitude en fait tropicale, où il y a une présence forte de ces moustiques qui transmettent la malaria. En fait, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres moyens d'expliquer. Et l'une des choses qui pose un problème à la science, c'est que les questions de trauma transgénérationnel, les questions de ce qu'on appelle le goulot génétique avec le fait qu'il y ait il y ait Et par exemple, les personnes, quand elles font ces enquêtes, euh, la génomique est très forte. Ils arrivent, par exemple, à voir quelle part de notre génome est composée du père et de la lignée de la mère. Et on voit que, par exemple, euh, chez les Antillais, enfin, pas les Antillais de Martinique, mais en tout cas les îles avoisinantes, parce que ça n'a pas été fait ici, mais Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Jamaïque, etc., on voit que dans tous les génomes, on trouve 30% d'une, de la lignée patrilinéaire européenne. Mais sur la lignée matrilinéaire, on en trouve beaucoup moins. En gros, dans le génome, on peut retrouver, donc ça, je sais que c'est un truc que tu as travaillé, Stéphanie, que ça va t'intéresser, mais en fait, on retrouve l'histoire, la trace du plus fort accès des hommes blancs aux femmes noires dans les gènes. Mais ce facteur que l'on a là tous, cette présence du gène de l'homme européen, pourquoi n'est-il pas questionné et mis en doute dans la survenue du cancer de la prostate chez nous? Non, tout de suite, on va dire c'est l'homme noir. Bah oui. On va dire, bah oui, de toute façon, le Guadeloupéen, c'est 90% afrodescendant. Un article, ça va être 80%. Et je dis, mais vous avez fait des tests? OK? Et comment vous définissez le génome africain? Ah bah, c'est quoi le génome africain? Donc en fait, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et donc, je vais m'arrêter là parce qu'on va dépasser le temps. Je reste encore avec. Ah, pardon. Il y a une remarque aussi de Philippe. La question d'une souveraineté anti-IS de la recherche, l'idée, et quoi une solution pas, c'est d'éviter un peu ce mélange des genres, en tout cas qui est très présent sur le chlordécone, où on a du mal à dissocier où se trouve l'État, où se trouvent les scientifiques. Et parfois, on a une alliance entre les deux, parfois que je trouve assez déshumanisante, où on a l'impression que euh, les scientifiques sont utilisés, instrumentalisés par l'État, et qu'avoir une production de recherche scientifique qui soit indépendante, qui soit euh, euh, souveraine, en fait, d'une certaine façon, pour moi, ça permettrait d'éviter ben, ce genre d'exclusion, c'est le terme, euh, et aussi de maintenir les rôles en fait de tout un chacun. Il y a même parfois des chercheurs qui souvent se fantasment comme étant des administrateurs aussi. Ah oui, ils se disent voilà, j'ai produit ma recherche, les gens ils comprennent pas, ils sont bêtes. Enfin, ils utilisent notre terme, mais voilà. Alors que ma recherche devrait de fait euh, produire un changement de comportement. Enfin, bon. Euh, Donc voilà, sur ce que Philippe, tu as raconté, c'est un peu ça que je disais. En fait, c'est pas, voilà, c'est pas normal que en fait, on soit exclu de ces espaces qui sont extrêmement importants. Qui sont extrêmement importants. Et pour terminer sur la remarque d'Elisabeth, la question d'Elisabeth, euh, en fait, je trouve ça très curieux que, effectivement, parler par exemple de blanchité, d'études décoloniales ou de, je sais pas, alors, je sais pas comment ça a été historiquement pour les questions de genre, je sais pas, Stéphanie, tu pourras me le dire, mais en France, on est face à une chasse à la sorcière sur les dits islamo-gauchistes. Quand j'ai sorti ce livre, euh, quelques temps après, en fait, il y a un ensemble de tribunes dans les journaux nationaux qui ciblent les chercheurs qui travaillent sur ces questions comme étant des menaces à la République. Il y a, il y a l'enquête de... Ouais, c'est ça. Il y a eu l'ancienne, c'était Madame Vidal, pas Vidal, si, Frédéric Vidal, qui a dit qu'elle allait, qui était ministre de l'enseignement supérieur, qu'elle allait demander au CNRS de faire une enquête sur les islamo-gauchistes dans la recherche scientifique. Euh, on a mis, mais
il y a même eu une tribune de réservistes, de généraux de l'armée, des généraux réservistes. Si la guerre en Ukraine arrive sur l'Hexagone, c'est les gars qu'on va appeler, quoi, avec un ensemble de soldats. Ils font une tribune en disant, en interpellant Macron, en disant, Monsieur le Président, il y a une menace ici. Nous sommes prêts à prendre les armes contre les décoloniaux. Ce sont des gens qui sont voilà. Voici là où on est. En 2020, Darmanin, il passe un décret. Il passe un décret en disant, fin 2020, c'est passé inaperçu. Nous avons le droit d'avoir un fichier de police sur vous selon vos opinions philosophiques. Bon, donc en fait, voici la situation dans laquelle nous sommes. Ils ont créé, sous Blanquer, qui était juste l'éducation secondaire, ils ont créé ce qu'ils appellent un observatoire du décolonialisme. C'est-à-dire des gens qui se disent, bon, ah, il y a des espèces bizarres là, ils parlent de décolonisation, machin, on va les observer. On va les répertorier euh, dans un fichier accessible à tout le monde. Évidemment, mon nom est là. Mais en fait, l'idée de répertorier, enfin, c'est criminel, et c'est violent, c'est insolent. Donc, voici la situation dans laquelle nous sommes. Et face à tout ça, moi, je me dis, tiens, je trouve ça. Alors, je dois le dire parce que je suis aux Antilles. Je ne crois pas que mon parcours universitaire, j'aurais pu le faire en Martinique. Je crois pas, en fait, non, c'est pas, je crois pas. Je sais. Je sais que les recherches que j'ai faites, que je les ai faites pour mon peuple, euh, c'est terrible. C'est terrible. Je me dis, mais pourquoi? Allez, et donc, du coup, moi, je n'ai pas l'expérience que tu as, Fred, donc c'est toi qui pourras peut-être donner aussi un regard différent, plus historique et plus renseigné que le mien. Mais je me dis, pourquoi des territoires comme les nôtres, qui ont été marqués, on peut dire, pas que, mais en partie par la question coloniale, par exemple, la question esclavagiste, pourquoi ne sommes-nous pas les pionniers de cette recherche? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de département de philosophie aux Antilles? Nous ne sommes pas capables de penser ou d'écrire? Je dis pas qu'il n'y a pas de la philosophie dans les cours de sciences politiques, dans les cours de sociologie, de littérature ou autre, mais c'est quand même, mais c'est quand même pour moi assez. Et quand on voit ce qui se passe ailleurs, il y a des départements de philosophie autochtone, de philosophie africana, ce que l'Afrique a pu produire comme pensée, comme philosophie. On reste encore, et on trouve dans les textes, on dit, ah, l'Afrique a produit des esclaves. Nos danses, nos langues, nos cultures, nos philosophies. Bon, et pas que l'Afrique. Et je me dis, en fait, euh, nous devrions, à mon sens, mais pourquoi c'est pas le cas? Et c'est là que je pense que l'État français a une trop, la colonialité de l'État est trop importante et qu'elle ne permet pas, en fait, aux Antillais de développer la recherche ou les recherches, les thèmes de recherche. Nous ne devrions pas avoir à craindre, nous ne devrions pas avoir peur et crainte d'être diabolisés, d'être traités d'antiracistes parce que nous voulons travailler, etc. Bon, il y a d'autres problèmes, Philippe, on a aussi abordé quelques-uns. Nous avons aussi, voilà, nous partons, on va dire pas de loin, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Mais voilà, je pense que loin d'être d'avoir une crainte, nous devrions être les premiers. On devrait être un des centres d'excellence de cette question. Ça peut pas être que Harvard, que euh, Princeton, Stanford, etc. En fait, on pourrait être, en fait, du fait de notre histoire, de notre site place dans le monde, nous pourrions aussi être, avec notre créativité, en fait, un pôle d'excellence sur ces questions. Très bien. Alors, je... on a dépassé le temps, mais c'est très bien. Oh, justement. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est la preuve de l'intérêt
que nous portons à ces questions et surtout de la qualité d'intervention de Malcolm. Alors, la question que Malcolm pose, elle est trop importante pour y répondre rapidement sur la question des disciplines enseignées à l'université. Alors, c'est vrai, la philosophie, ça n'existe pas, mais déjà, essayons de maintenir l'existant. Je veux dire, la science politique, c'est très mal vu. Et je crains même pour la suite, hein. Je vous le dis sincèrement, je pars à la retraite dans un an. J'ai de grandes craintes sur la suite, y compris pour le KJ, qui risque de disparaître. Mais la science politique, bon, je sais. Donc, merci beaucoup, Malcolm. Merci surtout aux internautes et aux personnes présentes dans la salle. Malcolm a signalé qu'il y a quelques ouvrages à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vais laisser la parole à Malcolm, le dernier mot, comme on fait habituellement à l'intervenant. Merci, merci au KJ, merci à toi, Fred, d'avoir répondu présent avec ton équipe et de me permettre de partager ces quelques éléments de mes travaux. Merci à vous d'être là, de vous êtes levé un samedi matin, de venir. Ah oui, m'en savent ça. Merci à tout le monde ici. Et voilà, j'espère. En tout cas, merci beaucoup, Madame.